Voilà. Donc je voulais simplement dire, pour commencer, c'est que Stanley Kubrick est devenu vraiment considéré comme un très grand cinéaste de son temps avec ce film. Et bien évidemment, un film comme Les Sentiers de la Gloire avait eu un certain succès d'estime. C'est un très beau film. L'Ultime Razzia, son film de gangster également. Lolita avait eu un accueil mélangé. Spartacus n'était pas vraiment considéré comme un film de Kubrick, même si il a évidemment joué un rôle très important, mais ce n'était pas un projet qu'il avait. Mais avec Dr. Folamour, on peut dire que la critique a commencé à considérer que c'était un cinéaste assez génial, d'une extrême originalité. Donc c'est vraiment le film qu'il a établi, même si aujourd'hui, quand on revoit Lolita par exemple, on se rend compte que c'est un film qui annonce Folamour, en particulier par l'humour, par le rôle de Peter Sellers, qui jouait 3 rôles déjà dans Lolita, comme il joue 3 rôles dans ce film. Donc c'est un film important pour la reconnaissance de Kubrick, qui va être confirmé quelques années plus tard par 2001, l'Odyssée de l'espace, évidemment, avec un écho encore plus grand. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que peut-être une des clés pour comprendre Kubrick, c'est la peur. Je pense que c'est un homme qui était très angoissé, très inquiet, et qu'en particulier, le danger atomique est quelque chose qui l'avait obsédé très tôt, après la guerre, évidemment après Hiroshima, et les gens qui le connaissaient à Greenwich Village, où il habitait, notaient que plusieurs fois, il parlait de s'installer en Australie, de vivre en Australie, parce qu'il pensait que New York serait une des cibles probables d'une guerre atomique. Ça fait penser d'ailleurs au film d'Orson Welles, La Dame de Shanghai, où il y a un personnage qui lui aussi est très très angoissé et qui parle de partir s'installer en Australie. Est-ce que Kubrick a eu cette idée d'aller en Australie en voyant La Dame de Shanghai? J'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui le fascinait, qui l'inquiétait, qui l'angoissait même, et il collectionnait toutes les revues militaires qui parlait de la guerre atomique. Et il a commencé à s'intéresser à Dr. Folamour en lisant un roman de Peter George, qui est un ancien militaire, et qui avait écrit un livre sur une guerre atomique, sur le déclenchement d'une guerre atomique, mais qui était un livre très sérieux, un peu dans le registre de 2 autres films qui sont sortis la même année que Dr. Folamour, 7 jours en mai de Frankenheimer et Failsafe, Point limite de Sidney Lumet, mais qui sont tous des films qui traitent, comme le roman de Peter George, qui datait de 3-4 ans plus tôt, qui traitait le péril atomique de façon très sérieuse, très grave. Et Kubrick a commencé à travailler sur le film avec James B. Harris, qui était son producteur, son ami, son co-scénariste de Lolita. Et ils se sont rendus compte, enfin pas James B. Harris qui a quitté finalement Kubrick pour tourner son premier film remarquable qui s'appelle Au poste de combat, qui est un film également sur la guerre. Mais James B. Harris pensait qu'il fallait le traiter de façon sérieuse. Et Kubrick, au contraire, plus il avançait dans l'écriture du scénario, plus ça le faisait rire, plus il se disait mais c'est pas possible, on peut pas traiter ça au sérieux. Dans 50 ans, on va se demander, un peu comme au Moyen-Âge, il y avait des querelles théologiques qui paraîtraient ridicules 500 ans plus tard, des querelles théologiques complètement hors de portée des contemporains. Et donc on ne peut pas traiter ça de façon sérieuse, on ne peut le traiter qu'en farce, avec de l'humour noir. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à travailler sur le film avec Terry Southern. Terry Southern, c'est ça. Terry Southern qui était
un des membres de la contre-culture dans les années 60, dans les années, même des années 50, qui était une sorte de contestataire, etc. Mais on a exagéré à l'époque l'importance de Terry Southern. Il a travaillé un mois avec Kubrick. En fait, c'est Kubrick qui, pour l'essentiel, a travaillé sur cet humour noir, parce que si on regarde l'œuvre de Kubrick, on se rend compte qu'il a un sens du comique qu'on retrouve dans beaucoup de ses films, même les films les plus sérieux, les plus tragiques, comme Shining, par exemple, il y a des éléments comiques. Il y a des éléments comiques dans Les Sentiers de la Gloire. Dans Lolita, il y a beaucoup d'éléments comiques. Il y a même des moments comiques, bien sûr, dans Orange Mécanique. Donc c'est un cinéaste qui a toujours eu un grand sens de l'humour, même si évidemment le film le plus exemplaire de cette veine comique, c'est Dr. Folamour. Effectivement, tu as raison d'insister d'emblée sur à la fois la peur qui pouvait, comme tous ses contemporains, animer Kubrick par rapport au péril nucléaire, et effectivement le roman d'origine, donc tu disais le roman de Peter George. Peter George, lui, était, ce qu'on peut lire, un romancier qui croyait dur comme fer à l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il était absolument persuadé que le monde allait à sa perte, à tel point qu'il était lui-même en désaccord avec Kubrick sur l'orientation ironique ou satirique de son propre écrit quand il a vu le film. Un homme qui, 2 ans après la sortie du film, donc le film sort en janvier 64 en Angleterre et aux États-Unis, se suicide. Et il se suicide sans doute d'une certaine manière, d'une manière préventive, puisqu'il est persuadé de la fin de l'espèce. Et sans doute aussi Kubrick, ça c'est son trait de génie, c'est-à-dire qu'il, plutôt que de livrer un film antimilitariste, de livrer un film sérieux, il livre un film à la fois incroyablement documenté, puisque, j'allais dire, les étapes de l'escalade nucléaire sont très crédibles dans le film. On sent que c'est un homme renseigné, et en même temps, il invente ce ton qui va à l'encontre de tous les films antimilitaristes que tu as cités, Frankenheimer, Lumet, Stanley Kramer. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a une telle inquiétude par rapport à la menace nucléaire que Hollywood fait des films anti-guerre nucléaire, mais jamais dans ce ton-là, jamais avec cette idée d'en faire une satire. C'est ça qui est sidérant aujourd'hui encore. Mais cela dit, tu as raison de dire que Peter George prenait ça très au tragique, mais Kubrick aussi. C'est-à-dire que Kubrick était miné par l'angoisse. Toute sa vie d'ailleurs, tous ses films traduisent une grande anxiété vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la cruauté humaine et de la folie humaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a préparé le film en lisant un livre de Herman Kahn sur la guerre thermonucléaire, et un autre livre qui s'appelait d'ailleurs le problème thermonucléaire, et un autre livre de Kissinger, qui était le conseiller de Kennedy, et plus tard de Nixon, de Kissinger, qui était également sur ce thème. Donc il était très documenté, comme toujours Kubrick se documentait énormément, et ce qui est intéressant, c'est effectivement le mélange dans ce film du réalisme quasiment documentaire. La durée du film, c'est à peu près la durée de l'action. Ça dure presque 1h30, l'événement réel et la fiction de Kubrick. C'est exactement la durée de l'action, c'est la durée du film. Et c'est documentaire très précis sur, évidemment en particulier, tout ce qui se passe à la base de Burleson, avec le personnage de Sterling Hayden, et puis d'autre part, dans l'avion, évidemment, là aussi, très documenté. On se croirait presque dans un reportage. Il ne faut pas oublier que Kubrick a commencé sa carrière comme photographe, et qui faisait des reportages, qui faisait des portraits, qui faisait des scènes chez le dentiste, dans le métro, etc. Donc il savait déjà observer formidablement. Ce n'était pas du tout de la photographie onirique, etc. C'était vraiment du documentaire en photographie. Et puis d'autre part, il y a la dimension expressionniste. Il était très marqué par le cinéma allemand expressionniste, que l'on retrouve dans La Salle de guerre, évidemment, qui, elle, est totalement une reconstitution qui n'existe pas. Mais vous savez que lorsque Ronald Reagan a été élu président,
il a demandé à visiter la salle de guerre. Il a été très déçu parce qu'elle n'existait pas. Il croyait tellement... Sans doute celle-là lui plaisait beaucoup. Il a demandé à visiter la salle de guerre. Donc, là, c'est vraiment le travail prodigieux de Ken Adam, le décorateur, qui était le créateur des décors de James Bond, que Kubrick a vu immédiatement à quel point il était compétent pour créer des décors de science-fiction, et qui est d'origine allemande, d'ailleurs, qui est né à Berlin, qui est devenu citoyen britannique, et qui s'est battu pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l'armée anglaise, qui était une exception, d'accepter un Allemand pour se battre contre les Allemands, et Ken Adam, qui était dans la RAF, était en même temps un des plus grands décorateurs, évidemment, de l'histoire du cinéma, et c'est lui qui a inventé cette extraordinaire salle de guerre. Dans le livre donc, que tu as consacré à Kubrick, tu fais effectivement un entretien avec Ken Adam, et il raconte une anecdote qui est assez typique, mais qui semble crédible. Il te dit que lorsque Kubrick lui a commencé à lui expliquer ce qu'il désirait comme environnement visuel, Ken Adam avait commencé à faire des croquis. Et quand Kubrick a vu les croquis, il a encouragé Ken Adam à continuer dans cette voie. Et Adam s'est dit à lui-même, tiens, dis donc, pour un cinéaste qui a une réputation d'être un empêcheur, quelqu'un de compliqué, voilà quelqu'un qui me laisse en quelque sorte développer ma créativité. Et alors même que les décors allaient être construits, Kubrick lui a dit, sur la base de ce qu'il voyait, lui a dit non, mais ça va pas du tout, ce que tu as dessiné implique des étages, ces étages, il faudrait que je mette des figurants, ces figurants, je sais pas quoi leur faire faire, ils n'ont rien à faire là, donc ça va pas. Et donc Ken Adam a expliqué qu'il avait dû, enfin d'abord il a été effondré, parce qu'il se voyait déjà construire son décor, ensuite il dit, curieusement, alors que j'avais envie de tout lâcher, c'est là que m'est venue dans la même journée l'idée de ce qu'on voit dans le film. C'est-à-dire à la fois un triangle, c'est-à-dire la War Room qui serait un triangle, et il dit, comme tout devait être justifié avec Kubrick, je lui ai expliqué que c'était une salle de guerre construite comme un abri anti-atomique. Ça lui a beaucoup plu, et dans ce triangle, j'ai dessiné le cercle. Puis le second cercle, qui est le cercle lumineux au-dessus de la grande table, et là, dans l'entretien, Ken Adam raconte cette chose géniale, il dit, et le dessin de la grande table ronde lui a plu, parce qu'il s'est dit, ah oui, on dirait une gigantesque table de poker. Et il s'est dit, ça, c'est exactement ce qui se passe, évidemment, c'est une sorte de poker menteur, et ça, c'est quand même absolument génial, évidemment, le dessin de Ken Adam qui ajoute qu'il dessinait de sorte à donner à Kubrick la possibilité d'employer avec son objectif le plus grand angulaire possible. C'est-à-dire la plus grande surface filmable possible. C'est-à-dire qu'en fait, il donnait à Kubrick les meilleures conditions pour que lui puisse inventer sa mise en scène. Parce que ce qui m'a frappé en te relisant et en relisant ces entretiens, c'est qu'on dit souvent, et c'est la vérité, à quel point Kubrick était préparé, à quel point il était prémédité, à quel point il... Et en même temps, lui-même expliquait qu'il lui arrivait d'avoir les meilleures idées au dernier moment. Et que donc, son découpage même, qui paraît ici absolument implacable, à la fois drôle et terrible, il pouvait en inventer certaines situations ou certains plans, certains angles, sur le moment. Oui, alors justement, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que je voulais justement en parler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mythologie autour de Kubrick, d'images absolument fausses du personnage. C'est-à-dire qu'en particulier, on le présentait comme une sorte de tyran omniscient, imposant sa volonté tout le temps. C'est complètement faux. Par exemple, il faisait par exemple 50 prises pour un plan, 50 prises, mais c'était pas comme Bresson. Bresson faisait 50 prises et les gens qui étaient filmés 50 fois de suite ne comprenaient pas la différence qu'il y avait entre la première et la 50e prise. Ils trouvaient que c'est une sorte d'obsession pour casser l'acteur à un degré total et sans produire quelque chose de neuf. Alors que, par exemple, Nicholson m'a dit, et pourtant c'est un immense acteur, il m'a dit, j'ai fait pour Shining énormément de prises, mais à chaque fois, il obtenait quelque chose de différent, jusqu'à ce qu'il trouve vraiment la prise qui l'intéressait le plus. Et il n'a jamais regretté d'avoir fait 50 prises avec Kubrick. C'est quelqu'un qui avait qui, par exemple, quand il parlait de Peter Sellers, il disait que c'était le seul acteur
qui était capable vraiment de totalement improviser. La conversation avec Kissov au téléphone, Dimitri, était entièrement improvisée. C'est une séquence improvisée. Le plan, par exemple, où Tu veux dire celle où ils se disent pendant 5 minutes qu'ils sont contents de se parler? Oui, c'est ça, quand il lui dit Dimitri, bon, tout ça est improvisé. Par exemple, la scène où Turgidson, joué par George C. Scott, gesticule et se casse la figure. Oui. Il ne devait pas se casser la figure. Il a filmé, il l'a gardé, parce que ça lui paraissait une scène formidable, le type qui perd l'équilibre et qui tombe. C'est pas prévu du tout. Comme dans Orange Mécanique, les scènes avec Malcolm McDowell, ça a été beaucoup de choses quand il a improvisé « Chantons sous la pluie ». Kubrick lui dit « Mais chante-moi quelque chose ». L'autre, il a chanté « Chantons sous la pluie ». Il a dit « Je garde ça, c'est formidable ». On a téléphoné à la Warner pour obtenir des droits sur la musique de « Chantons sous la pluie ». Ils ont interrompu le tournage pendant 2 heures, ils ont réglé le problème en 2 heures, ils sont retournés, il a tourné. Donc Kubrick était quelqu'un d'extrêmement... et d'ailleurs, il admirait beaucoup, dans la liste des 10 meilleurs films de l'histoire du cinéma, pour lui, des 10 films préférés, il y avait 2 films comiques, il y avait Les Lumières de la ville de Chaplin et The Punk Dick de W.C. Fields. C'était un grand amateur de burlesque. C'était un grand amateur de burlesque, et justement, dans le burlesque, comme chez Léo Macaré et chez les grands comiques, il adorait les Max Wowers, il y avait effectivement beaucoup d'improvisation. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement, extrêmement ouvert. Et évidemment, le choix des acteurs et le travail avec les acteurs dans ce film est prodigieux. C'est-à-dire qu'ils sont tous... alors évidemment, Peter Sellers pour les 3 rôles, il devait jouer le 4e rôle. Il devait jouer le commandant du... Le Major Kong. Le Major Kong. Et il a d'abord proposé le rôle à John Wayne, qui évidemment a été plus intelligent qu'on ne le dit, et qui a compris très bien que c'était pas pour lui, lui qui était quelqu'un d'extrême droite, donc il a vu qu'il allait être moqué, donc il a refusé. Et puis Kubrick s'est adressé ensuite à Slim Pickens, qui joue dans des westerns, qui venait de jouer dans La Vengeance aux 2 visages de Marlon Brando, que Kubrick devait tourner, devait écrire le scénario et le tourner, finalement c'est Brando qui l'a fait. Donc c'est Slim Pickens. Mais les autres actes, donc ça doit être 4 rôles pour Peter Sellers, mais les autres rôles, évidemment, le Sterling Hayden, qui joue évidemment le commandant de la base de Burleson. Il y avait George C. Scott, qui est extraordinaire dans le personnage de Turgidson, et puis évidemment Peter Sellers, j'ai déjà dit. Et puis également, il y a, comment il s'appelle, l'acteur Kenan Wynn, qui joue face à Peter Sellers dans le rôle de l'anglais du Major. C'est le militaire qui arrive dans le bureau avec le Coca-Cola. Qui ouvre en quelque sorte le distributeur de Coca-Cola. Et d'ailleurs, dans ce film, tous les pays en prennent un coup. C'est pas seulement anti-américain, c'est anti-russe, anti-anglais, anti-allemand. Il y a toutes les nationalités. C'est la Société des Nations. La Société des Nations. Juste une chose, Michel, parce que, effectivement, alors 2 choses. La première, c'est que quand on connaît le film, on le revoit parce qu'en quelque sorte, on attend Peter Sellers, et même on attend les réactions de la salle, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vu le film, quand ils vont voir Mein Führer, je marche, enfin, quand ils vont voir ce que Peter Sellers fait, parce que ça, c'est absolument irrésistible. Mais j'avoue que ce qui m'a frappé en le revoyant, c'est la performance aussi de George C. Scott, donc qui joue Turgidson. Il est absolument prodigieux, et on voit bien que là aussi Kubrick lui laisse la bride sur le cou, c'est-à-dire qu'il le pousse au maximum de ce que l'autre peut donner en expression faciale. C'est très différent des rôles habituels de George C. Scott. Bien sûr. C'est lui qui va interpréter Patton. Bien sûr. C'est pas tout à fait ça. Mais ils sont tous prodigieux. Sterling Hayden est génial. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le film, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est un des grands thèmes kubrickiens. Kubrick était un freudien pur. C'est-à-dire que pour lui, les 2 axes de l'homme, c'est Eros et Thanatos. C'est-à-dire l'amour et la mort. Enfin, l'amour, la pulsion. La pulsion sexuelle. Qui est la pulsion de vie, et la pulsion de mort, évidemment, le Thanatos. Et on voit exactement ça dans le film à tous les niveaux. C'est-à-dire que constamment, par exemple, le début du film, c'est 2 avions, c'est un Colt
entre deux avions qui se rechargent, et c'est vraiment une pénétration d'un avion par un autre avion sur la chanson We Shall Meet. Non, c'est la première chanson, c'est, je crois, plus d'un seul coup. Je sais plus ce que c'est non plus la fois. C'est pas la reprise de celle qu'on entend à la fin, c'en est une autre. Non, je sais plus ce que c'est. C'est aussi une chanson d'amour, c'est une chanson d'amour. Et la dernière, qui est une explosion, qui est une sorte d'érection, d'explosion sexuelle, d'orgasme, c'est We Shall Meet Again on a Clear Day Forever, nous nous reverrons dans une belle journée, etc. Donc les deux, le début et la fin, encadrent le film. Et tout le film est rythmé par des références sexuelles. D'abord les noms des personnages. Mandrake, l'anglais, joué par Peter Sellers, Mandrake, c'est la mandragore, qui est un stimulant sexuel. Turgidson, le personnage de George Fescock, turgid, ça veut dire boueux, quelque chose de malsain, etc. Kissov, le Premier ministre russe, évidemment. Il y en a. Folamour, évidemment. Strange, qui est effectivement un peu le côté dangereux, et Love, Strange Love, l'association des deux mots contradictoires, apparemment. C'est le cas du personnage de Sterling Hayden. The Reaper. Jack the Ripper, c'est Jack l'Étrangleur. C'est Jack l'Étrangleur, c'est le criminel de Londres. Donc là aussi, c'est l'amour et la mort. Donc Laputa, là où il doit verser, il vise Laputa, c'est une référence à Swift, au voyage de Gulliver. Il y a Laputa dans les voyages de Gulliver, ce qui indique bien le registre comique de Swift, que Kubrick admirait énormément, de ce grand auteur britannique du XVIIIe siècle. Et puis Laputa, c'est évidemment la pute, là aussi une référence sexuelle. Donc tout le film est rempli de références à la sexualité. Et ce qui, à mon avis, sans oublier les fluides corporels. Les fluides corporels, bien sûr. Donc tout le film est baigné de cette opposition entre la sexualité et d'autre part la mort, et aussi ce thème très kubrickien et qui est très freudien, c'est que l'être humain est pris entre le moi et le surmoi. Et le moi, c'est les pulsions, et le surmoi, c'est évidemment le contrôle. Et comme le disait Freud, qui avait écrit un livre fondamental qui s'appelle Malaise dans la civilisation, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel Freud appliquait à la civilisation, à la société en général, ce qu'il appliquait à l'être humain. C'est-à-dire le désir de mort est plus puissant que le désir de vie. Et que là, donc il a prévu la Deuxième Guerre mondiale. Il a prévu qu'il y avait une tentation suicidaire dans l'être humain qui finissait par l'emporter sur la rationalité. C'est-à-dire la raison, en général, cède le pas à la folie. Ce qui n'est pas réconfortant pour l'époque dans laquelle nous vivons. Espérons que ça ne sera pas vérifié. C'est que les pulsions d'un homme peuvent l'emporter sur sa rationalité. Et c'est le thème majeur de l'œuvre de Kubrick. C'est-à-dire tous les films de Kubrick, ou presque tous, sauf Eyes Wide Shut, sont sur des entreprises d'une totale rationalité, et ensuite il y a un accroc, il y a une erreur de calcul qui fait que finalement le monde bascule. Par exemple, dans L'Ultime Razzia, c'est très, très typique. Voilà un homme qui participe à un hold-up sur un champ de course avec des camarades. Normalement, tout est prêt, c'est formidable, tout est organisé, ça ne peut pas échouer. Sauf que cet homme se sent mal dans sa virilité. Sa femme le trompe avec un très beau mec, etc. Lui est un peu chétif, etc. Et pour se donner de la consistance vis-à-vis de sa femme, pour montrer qu'il est fort, qu'il est quelqu'un qui tente des choses, il lui raconte le hold-up qu'il va organiser. Sa femme raconte à son amant, qui est un gangster, ce qu'elle vient de savoir, et donc l'amant organise lui-même le hold-up, et donc c'est l'échec du hold-up. Donc c'est toujours la question du grain de sable dans la mécanique parfaitement huilée. Exactement. Barry Lyndon, c'est le rapport avec son gendre, avec son beau-fils, qui finalement fait tout échouer quand son beau-fils se dresse contre lui, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans Full Metal Jacket, c'est cette femme
cette combattante Viet Cong qui lutte toute seule contre un groupe de militaires qui essayent de vaincre le Vietnam, le Viet Cong. Donc dans tous les films de Kubrick, il y a ce thème, également même dans Lolita, d'une certaine façon. C'est un professeur qui perd le contrôle de lui-même pour une passion folle pour une jeune femme, et il dit je serai toujours amoureux de Lolita, mais Lolita ne sera bientôt plus Lolita, elle ne sera plus une nymphette. Voilà. L'homme kubrickien est toujours pris entre finalement le fait d'être à la fois l'acteur et le serviteur d'un niveau de progrès technique absolu, ou en tout cas étonnant, spectaculaire, et en même temps il est pris par sa propre brise, c'est-à-dire qu'il est pris lui-même par ses propres désirs qui font, capoter ce qui d'ordinaire devrait fonctionner parfaitement. Absolument. Là, on le voit dans le film de manière hilarante, c'est-à-dire que la machinerie mise en place est telle que l'homme qui l'a pensée ne peut pas la déprogrammer. C'est vraiment la question de la déprogrammation presque impossible. Tout est programmé pour aller vers la catastrophe. Oui, absolument. Et d'ailleurs, s'il voulait faire Napoléon, alors il disait, c'était très amusant, parce qu'il disait Napoléon a échoué au moment de la post-production, c'est-à-dire la campagne de Russie. C'était la post-production. Et lui-même était obsédé par la sortie de ses films, il contrôlait tout. Alors là encore, à cause de la peur. À quoi ça sert d'avoir travaillé 6 ans sur un film si le projectionniste à Saint-Étienne fait une mauvaise projection? Donc il voulait vérifier tout ce qui se passait, même à Saint-Étienne. Même les affiches, il m'appelait, il me téléphonait pour me demander sur les Champs-Élysées quel était le meilleur endroit. Est-ce que c'est au coin de la rue Lincoln qu'il faut mettre des affiches, ou est-ce qu'il faut les mettre au rond-point, ou est-ce qu'il faut les mettre du côté de l'avenue Georges V? Il était au courant de tous les pays du monde où sortaient ces films pour être sûr de ne pas rater le lancement. Ça, ce qui veut bien dire que quand même une part de la légende qui entoure Kubrick est vraie. C'est-à-dire à quel point il était obsédé de contrôle, à quel point il voulait en quelque sorte... Mais dans la création, il acceptait l'improvisation. Moi, je me rappelle de ma première conversation, alors je ne devrais pas dire ça à la Cinémathèque française, qui s'apprête à vous montrer les 7 heures de Napoléon d'Abel Gance, mais la première conversation que j'ai eue de ma vie avec Kubrick, j'étais encore un jeune critique, je l'avais au téléphone, je lui demandais des photos pour Positif, et je lui ai dit, je savais qu'il préparait Napoléon. Alors je lui dis, mais une sorte d'innocence, je ne savais pas à l'époque, je n'avais pas compris que ce que Kubrick voulait avec chaque film, c'était faire mieux que les autres. Non pas par mépris des autres, non pas parce qu'il pensait qu'avant lui, il n'y avait rien eu de bon, il était un grand cinéphile, il admirait beaucoup les grands metteurs en scène, mais simplement, il n'était pas satisfait en tant que cinéphile, c'était le contraire de la nouvelle vague. Il n'était pas satisfait de ce qu'il avait vu dans chaque genre, et il disait on peut faire mieux. Pas on peut faire bien. Non, faire bien, ça avait déjà été fait, mais on peut faire mieux. Et moi, je lui disais avec beaucoup de naïveté, mais pourquoi faire encore un Napoléon? Il y en a tellement eu de Napoléon. Pourquoi de Napoléon? Et il me disait, mais vous avez vu un très bon Napoléon? Alors, évidemment, à mon âge, à l'époque, j'avais 28 ans, je sais pas. Je lui dis, bah oui, Napoléon d'Abel Gance. Il me dit, ah bon? Le Napoléon d'Abel Gance, vous trouvez que c'est un très bon Napoléon? Je commençais à fondre au téléphone. Je lui disais, mais bah oui. Alors il me dit, mais je suis d'accord avec vous, le triple écran c'est extraordinaire, le ballon captif c'est formidable. Techniquement, c'est un film prodigieux, c'est vraiment une date dans l'histoire du cinéma. Mais est-ce que quand vous êtes sorti de la salle, vous avez compris pourquoi Napoléon était le plus grand stratège militaire depuis Jules César? Je dis, non. Oui, mais il dit, à quoi ça sert de faire un film sur Napoléon si vous n'êtes pas capable de montrer aux gens pourquoi Napoléon était le plus grand stratège de l'histoire militaire? Et j'ai compris d'un seul coup que le problème de Kubrick, c'était de transformer les idées en images. C'est-à-dire que l'image doit être infusée par des idées. C'est ce qu'il fait dans Dr. Folamour. C'est-à-dire ce sont des idées conceptuelles, mais qu'il traduit en termes cinématographiques. Et ce qu'il voulait faire dans Napoléon, alors après il ajoute, et puis il me dit, et puis écoutez, regardez le début de Napoléon, par exemple. La Révolution française, c'est le plus grand événement de toute l'histoire occidentale depuis l'Antiquité. Ça a changé le monde entier. Et vous trouvez que c'est suffisant, pour résumer la Révolution française, de montrer Marat dans son bain
en train de s'épouiller, Robespierre avec du talc sur la figure, comme une vieille momie, et Danton ivre-mort qui chante. Il dit, mais c'est le plus grand événement, il faut nous faire comprendre pourquoi c'est le plus grand événement. Il ne suffit pas de nous montrer les droits leaders de la Révolution dans des choses caricaturales. Donc j'ai abandonné la conversation, évidemment. Et ça, c'est typique de Kubrick, c'est qu'il voulait toujours faire mieux. Quand il a vu Full Metal Jacket, moi, je me rappelle, j'étais venu voir un tournage à Londres, il m'a demandé de venir le voir dans son bureau. C'était après Apocalypse Now à Cannes, pas de l'or. Il voulait savoir des renseignements, parce que c'est juste quand il commençait à penser au Vietnam. Il voulait savoir ce que Coppola avait fait, etc. Et je ne dis pas qu'il n'a pas aimé le film de Coppola, il admirait surtout. Mais il devait penser que Coppola a fait un film romantique, wagnérien, avec de la musique, etc., du lyrisme et tout, alors que la guerre, c'est la chose la plus affreuse qu'un homme peut vivre. Et ce qu'il voulait, c'était montrer la guerre à l'os, sans musique de Wagner, sans Valkyrie, sans rien. Il voulait montrer la guerre dans toute son horreur, sans aucun romantisme, sans rien. Voilà, donc à chaque fois, quand il faisait un film, c'était Barry Lyndon, il voulait faire le premier film où on avait l'impression de vivre au XVIIIe siècle. Et non pas de voir des maquettes, de voir des reconstitutions, d'être vraiment comme si un vaisseau spatial s'était déposé au XVIIIe siècle et avait filmé le XVIIIe siècle. Comme 2001, c'est ce que disait Polanski, 2001 c'est le premier film où on a l'impression vraiment, même Fritz Lang dans La femme sur la Lune, on voit que c'est des maquettes, etc. 2001 c'est la première fois qu'on voyait un film où on avait l'impression d'être dans l'espace. Et je pense qu'il était déçu par tous les films de science-fiction, parce qu'on ne sentait pas l'espace dans les films de science-fiction. Absolument. Et puis, c'est ce qui fait aussi que 2001 Odyssée de l'espace, réalisé en 68, reste indépassable parce que personne ne peut dire c'est démodé. En 2001. Alors que, voilà. On a dépassé 2001. Alors qu'on a dépassé largement 2001 et que nombre de films. Enfin, j'allais dire, le genre de science-fiction a fait florès, enfin, s'est développé, mais pour autant, il reste là une originalité et un film impossible à démoder. Mais quand tu dis, effectivement, il voulait en quelque sorte faire mieux au nom du cinéma d'une certaine manière, pour en quelque sorte pousser les puissances du cinéma jusqu'à leur maximum. Et en même temps, il avait, tu l'as dit aussi, une vraie connaissance de l'histoire du cinéma, un vrai goût pour les films. Il voyait beaucoup. C'est comme la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'il a commencé en allant à la cinémathèque du musée d'art moderne de New York, dans les salles populaires, comme Truffaut et comme Godard. Il n'y avait aucune différence, sauf que c'est 4 ans avant eux, c'était 4 ans avant la nouvelle vague, il incarnait une nouvelle vague à lui tout seul, et la différence avec la nouvelle vague, c'est qu'il écrivait le scénario, il faisait la photo, il faisait le montage, et il dirigeait le film, il dirigeait les acteurs, c'est-à-dire qu'il c'était un cinéaste complet. Il y a des cinéastes de la nouvelle vague qui sont complets aussi. Qui? Godard. Non, Godard, il a toujours eu un chef opérateur. Ah ben lui aussi. Oui, mais il sait pas qui réglait la photo. Bon, on va pas être d'accord là-dessus. On a l'habitude, on va pas être d'accord là-dessus. Godard, non, je ne critique pas Godard en disant ça. Il y a des très grands metteurs en scène qui n'ont pas fait la photo et qui n'ont pas fait le montage. C'est pas du tout ça que je veux dire. Je veux dire que la différence de Chabrol, de Truffaut, de Romer, etc., il ne reposait pas sur des travailleurs avec lui spécialisés dans chaque discipline. Il les connaissait toutes les disciplines. Sidney Pollack m'a raconté que sur Eyes Wide Shut, à un moment, ils ont arrêté le tournage pour se reposer un quart d'heure. Ils sont ressortis de la salle. Il y avait Sidney Pollack, le chef opérateur, et Kubrick, et les acteurs. Un quart d'heure après, ils reviennent et ils s'apprêtaient à recommencer. Le chef opérateur disait « Bon, alors on se met en place, on recommence. » Et Kubrick dit « Non, la lumière n'est plus la même. » Il était le seul, alors que Pollack n'est pas un amateur, metteur en scène lui-même, il n'avait pas vu. Le chef opérateur n'avait pas vu, Kubrick savait, il a regardé la cellule, il s'est rendu compte qu'il y avait une toute petite différence, et que c'était plus la même lumière. Donc, c'est ce que disait son monteur. Ce qui est formidable avec Kubrick, c'est que j'apprends tous les jours et je suis payé pour ça. C'est la vérité que Kubrick était sans doute, dans un film collectif, capable d'occuper tous les postes. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça aussi que Polanski l'admirait, puisque Polanski, c'est de cette veine-là aussi. C'est-à-dire, c'est des cinéastes qui connaissent intimement la technique et qui aiment la technique, et qui ont le goût de comprendre le fonctionnement des machines, le fonctionnement de tel ou tel métier, et qui aiment se l'approprier aussi. Ce que je voulais te dire à propos
de Kubrick voyant des films, c'est qu'il avait une connaissance de l'histoire du cinéma qui remontait loin, c'est-à-dire qui remontait bien évidemment à des films, tu citais à raison, c'est-à-dire, je veux dire, qui remontait au muet. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout à l'heure tu as mentionné à propos de Dr. Strangelove, Dr. Folamour, tu as dit que le film avait quelque chose dans son essence, le fait qu'il ait gardé par exemple le moment où George C. Scott se casse la figure alors que c'est pas prévu, c'est-à-dire il avait le goût du burlesque. Or il y a à propos de Dr. Folamour une histoire qu'il faut raconter, c'est que le film est une satire, mais Kubrick a tourné et finalement enlevé du montage 10 minutes d'un moment où le film cesse d'être une satire pour devenir une farce. Et cette farce, elle est éminemment burlesque, elle vient du burlesque. Est-ce que tu peux raconter à ceux qui découvrent le film ce qu'était cette scène dite des tartes à la crème? Oui, absolument. Alors c'était une scène qui était inspirée d'un chef-d'œuvre du muet de Léo McCarey avec Laurel et Hardy, qui s'appelait The Battle of the Century, qui était la plus grande bataille de tarte à la crème qu'on avait tournée à l'époque. Et Kubrick a voulu faire encore mieux, une extraordinaire bataille de tarte à la crème, qui terminait le film, et où il s'envoyait des tartes à la crème, et le président des États-Unis était touché en plein cœur, et il mourait tué par une tarte à la crème. Or, cette séquence a été tournée, et ensuite Kennedy a été assassiné. Et Kubrick a pensé que c'était pas possible de terminer un film sur la mort du président des États-Unis mourant d'une tarte à la crème. Donc il a supprimé, heureusement, parce que le film est magnifique, mais là on passait dans un autre registre, qui était vraiment le slapstick alors le plus pur, et à mon avis ça a déséquilibré le film. Donc il a remplacé par le champignon atomique et la chanson finale. Mais au départ c'était tourné, il reste 10 minutes qui sont aux archives du film à Londres, qu'on a conservé, qui a été vu par Ed Sikoff, qui a écrit un très bon livre sur Peter Sellers. Moi je n'ai pas vu cette séquence jamais, parce qu'il n'a jamais autorisé vraiment. Voilà. Mais c'est des... Mais ce qui dit aussi quand même le perfectionnisme ou l'intégrité de Kubrick, c'est que quand on est écrivain et qu'on écrit une bataille de tarte à la crème sur 3 pages et que finalement on ne veut pas que ce soit dans le roman, on jette les 3 pages, on les déchire. Là, quand on voit les photos qui restent de cette séquence dantesque dans ton livre, on voit les photos. Il y a dans le livre de Stanley Kubrick Archive aussi, on voit même Kubrick qui fait des essais, des photos où il fait des essais sur des doublures de lancers de tarte à la crème. Et quand on voit les photos dans ton livre, on se rend compte de l'ampleur là aussi. C'est comme le décor de la War Room, on se rend compte de l'ampleur de la scène. Et donc, cette scène qui a dû prendre des jours et des jours pour être tournée, je ne sais pas combien ils ont utilisé de pâtisserie pour y arriver, ils l'ont montée, et au final, ils l'enlèvent tout entière. Ça dit à quel point... C'est ce qu'aurait dû faire Hitchcock à la fin de Psychose, avec l'explication de Psychose par le psychanalyste. Oui, s'il avait eu le courage de Kubrick, il aurait coupé ça. Bon, peut-être que Hitchcock, lui, voulait garder l'explication du psychanalyste. Oui, malheureusement. En tout cas, ce que je voudrais aussi dire... Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu il y a une quinzaine d'années. C'est un livre d'Antoine Compagnon qui s'appelle Les Antimodernes. Et je pense que pour bien comprendre Kubrick, il faut voir ce que dit Antoine Compagnon. C'est-à-dire Antoine Compagnon parle des écrivains, il ne parle pas des cinéastes, il parle des écrivains. Et il parle des écrivains, non pas des écrivains contre la modernité, mais des écrivains qui sont antimodernes, c'est-à-dire qui sont contre les modernes de la table rase. C'est-à-dire les gens qui décident de faire table rase de tout ce qui a été fait. Par exemple, en cinéma, Andy Warhol, avec Sleep, où il fait 6 heures en boucle d'un homme qui dort pendant 20 minutes. Et toute la critique new-yorkaise qui a assassiné Kubrick régulièrement adorait Sleep d'Andy Warhol, en disant c'est un film absolument génial, un homme qui dort pendant 6 heures, ça révolutionne le cinéma. Kubrick ne s'intéressait pas du tout à ça. Et il est comme René, il est comme Lozay, il est comme Fellini, il est comme Polanski. C'est-à-dire c'est un anti-moderne, c'est un moderne anti-moderne. C'est-à-dire c'est un moderne qui, tout en innovant en permanence, regarde dans le rétroviseur ce qui a été fait avant et dialogue avec le passé. Comme Renoir, comme beaucoup de grands cinéastes, comme Orson Welles, etc. C'est-à-dire des gens qui sont en dialogue avec ce qui s'est passé, mais qui en même temps innovent, mais sans faire la table rase de certains films de Godard de l'époque
Ziga Vertov, comme Lutte en Italie, ou bien Pravda, etc., ou des films de Straub. Donc il est pour un dialogue avec le passé, non pas détruire ce qui a été fait pour bâtir quelque chose de totalement nouveau, mais pour faire du nouveau en dialoguant avec l'ancien. Et je pense que c'est ça qui relie tous ces metteurs en scène. Et ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est que je relisais récemment un entretien que j'ai fait avec Kubrick sur Orange Mécanique, après Orange Mécanique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait Docteur Folamour, 2001 l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, qui sont 3 films d'une extraordinaire nouveauté, d'une radicalité, mais en même temps qui dialogue, mais moins que ce qui suit. Ce qui va suivre, c'est Barry Lyndon, c'est Shining, c'est Full Metal Jacket, c'est Eyes Wide Shut, qui sont des films beaucoup moins révolutionnaires. Mais il commence à se poser des questions, après Orange Mécanique, il se pose des questions sur l'originalité au cinéma. Et il dit, le problème, c'est pas d'être original. Être original, c'est très facile. Il ne cite pas Warhol, mais c'est vrai. 6 heures d'un homme qui dort, c'est très original. Il dit, le problème n'est pas d'être original, c'est est-ce que c'est intéressant? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est intéressant? La critique new-yorkaise, qui démolissait 2001 l'Odyssée de l'espace, qui démolissait Barry Lyndon, qui démolissait les films de Kubrick régulièrement, Andrew Sarris, Pauline Kael, tous les grands Manitou de la critique, ils adoraient Andy Warhol. Bon, et ils avaient tort. Aujourd'hui, qui va voir les films d'Andy Warhol? Vous êtes tous là ce soir. Si on vous montre 6 heures de Sleep ou de Empire qui durait 24 heures, c'est une photo de l'Empire State Building pendant 24 heures. Toute la critique américaine trouvait ça extraordinaire. On peut se dire, oui, c'est original, mais est-ce que c'est intéressant? On peut se poser ça en peinture, on peut se poser ça en littérature. Et je pense que Kubrick n'était pas dupe de ça. Il voulait renouveler le cinéma en dialoguant, en faisant justement Barry Lyndon, qui est un film prodigieux, mais qui a les apparences d'un film académique, qui n'est pas du tout académique. Quand tu dis, parce qu'effectivement, enfin, comparer Kubrick et Warhol, c'est presque 2 planètes pour l'un. Oui, mais il fait à Kubrick et à Warhol. Mais là où Kubrick, d'une certaine manière, on peut dire est un classique, c'est quand tu dis c'est original, mais d'abord la question principale, c'est est-ce que c'est intéressant? Ce qui passionnait Kubrick, comme les cinéastes, on pourrait dire classiques, c'était avant tout, est-ce que ça fait spectacle? Est-ce que c'est spectaculaire? Et ce qui frappe dans le cinéma de Kubrick, je le disais en introduction, et on le prouve là, ou encore plus devant 2001, c'est que quel que soit le film dans lequel il s'engage, et que ce soit le film dans son entier, ou que ce soit des plans qui deviennent immédiatement, dans le temps, des plans iconiques, c'est qu'il fait spectacle. Il s'intéresse à la... Il fait ce que tout le monde a fait. Oui, il fait ce que tout le monde a fait depuis 2500 ans. C'est peut-être un moderne anti-moderne, mais c'est aussi quelqu'un qui se nourrit des classiques. C'est-à-dire que, et là c'est profondément américain, c'est-à-dire le spectacle, l'entertainment, comment... Buñuel aussi il fait du spectacle. Oui. Resnais fait du spectacle. C'est pas le même. Oui, mais ils font du spectacle. Depuis 2500 ans, depuis Échille et Sophocle, le théâtre et le cinéma depuis 100 ans, c'est du spectacle. Un spectacle peut-être parfois minimaliste, comme chez Antonioni, mais ça retient l'attention des gens suivent les personnages, ils suivent une histoire. L'idée que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on ne raconte plus d'histoire, c'est étrange, parce qu'on a toujours raconté des histoires, et ça n'avait absolument ça ne posait aucun problème. Ça avait le mérite d'être On va peut-être poser des questions. Alors, oui, juste une dernière chose, et je vous donne la parole pour 1 ou 2 questions, puis après on se retrouve à l'extérieur. Une chose, on va finir notre conversation par ça, alors qu'on aurait peut-être dû commencer par là. Juste dire pour les spectateurs aussi que c'est un film, celui qu'on vient de voir, entièrement tourné en studio et entièrement tourné, ça paraît parfois étonnant quand on voit certains plans, et donc tourné en studio en Angleterre. Quelle était la situation et la position de Kubrick à ce moment-là, cinéaste américain en exil, depuis quand et pourquoi? Est-ce que tu peux resituer, j'allais dire géographiquement, Kubrick au début des années 60? Oui, c'est-à-dire que Kubrick a tourné, le dernier film qu'il a tourné en Amérique, c'est Spartacus. Spartacus, qui était produit par l'acteur principal, ce qui est toujours très dangereux, interprété par des grands acteurs célèbres, Peter Ustinov, Laurence Olivier, Charles Lautrell, etc., qui regardaient ce gringalet qui avait à peine 30 ans et à qui devait obéir à tous ses ordres. Le chef opérateur Russell Metty, qui avait déjà eu des Oscars
Kubrick lui disait non, je veux pas cette photo, je veux pas cet objectif, c'est tel autre, mais s'il connaissait la photo mieux que le chef opérateur. C'était une expérience éprouvante. Sa femme m'a dit, mon mari rentrait le soir accablé par les ricanements, par les humiliations, etc., qu'il a subi pendant tout le tournage de Spartacus, avec en plus au-dessus de lui l'acteur principal. Et donc, il commence Lolita par un plan où on voit Peter Sellers qui dit « Je suis Spartacus, libérez-moi ». Ce qui est évidemment une allusion à Kubrick, qui était enfin libéré de Spartacus et qui allait pouvoir faire le film qu'il voulait faire à Londres. Il l'a fait à Londres parce que Peter Sellers, il voulait absolument Peter Sellers pour jouer les 3 rôles de Lolita, et Peter Sellers était en instance de divorce, et s'il tournait aux États-Unis, il ne pouvait pas avoir Peter Sellers, il devait rester à Londres pour son divorce. Donc il a décidé de venir à Londres, et ensuite il est resté à Londres tout le temps. Il est retourné à New York pour écrire Dr. Folamour, mais il a tourné Dr. Folamour à Londres aussi, et depuis 1971, il a vécu à Londres une trentaine d'années, avec évidemment, il y a eu le succès de Lolita, était relativement un succès, même si la critique n'était pas toujours bonne, mais il a eu du succès. Et Dr. Folamour a été un très grand succès, et ensuite il a pu produire 2001. Est-ce que vous avez une ou deux, 3 questions ou interprétations liées au film, ou est-ce que vous venez d'entendre de la part de Michel Simon? Parce que je n'ai pas demandé au départ qui découvrait le film, mais là, c'est trop tard. Est-ce qu'il y a des questions, ou est-ce que... Oui, monsieur? Attendez, il y a juste un micro à côté de vous. Voilà. Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que souvent on voit des plans avec l'avion qui vole comme s'il glissait, enfin, pris de diagonale en oblique. Et je me demandais, enfin, j'ai été surpris par cette sorte d'avion qui glisse plus qu'il ne vole, enfin, voilà, je ne sais pas si... Ça va avec ce qu'on disait sans doute sur la question de l'érotisme. C'est-à-dire que tout est érotisé dans le film, et y compris les séquences, j'allais dire, où on s'envoie en l'air. C'est-à-dire, il y a même un plan il y a un raccord qui m'a frappé, c'est qu'à un moment, tout vers le début du film, il y a un raccord où il y a un plan de l'avion qui se met vraiment à l'horizontale, et on raccorde avec la jeune femme en maillot de bain sur le lit, exactement dans la même position que l'avion. Et c'est elle qu'on voit dans l'avion aussi, que regarde Slim Pickens, le pilote de l'avion qui regarde Playboy. Ah oui, le Playboy, c'est elle. C'est elle. Et puis d'ailleurs, au point de vue symbole phallique, évidemment, il y a le cigare de Sterling Hayden qui est particulièrement voyant. Mais en tout cas, voilà, je pense que les séquences d'aviation sont là aussi pour dire presque la séduction érotique de la technique, qui est effectivement à la fois évidente et en même temps le danger peut-être principal, c'est l'amour des hommes pour leur propre machine. Bonjour, je voulais vous demander, on a cité Peter Sellers, donc avec 2 interprétations remarquables dans 2 films. Est-ce que vous savez pourquoi il n'a pas continué ensuite, ou est-ce qu'il n'y a pas eu de rôle pour lui ou... Vous voulez dire avec Kubrick? Avec Kubrick, oui, avec Kubrick. Non, je pense que, vous savez, Kubrick était, de même qu'il changeait à chaque film, il n'aimait pas se répéter. Peter Sellers a beaucoup plus d'importance, le personnage dans Lolita a beaucoup plus d'importance dans le roman, le personnage de Sellers, parce qu'il a été tellement fasciné par Sellers qu'il a agrandi le rôle, et qui, à mon avis, Lolita est un tournant dans l'œuvre de Kubrick, parce que jusque-là, c'était un cinéaste humaniste, un cinéaste sérieux que la gauche revendiquait, à cause des Sentiers de la Gloire, à cause de Spartacus avec Dalton Trumbo qui était le scénariste, communiste, etc. En fait, Kubrick était un anarchiste, était un libertaire. Je pense qu'il ne pouvait pas être de gauche parce qu'il était très pessimiste sur la nature humaine, alors que la gauche croit que l'homme est sans arrêt perfectible. Donc il n'est pas non plus de droite parce qu'il est contre l'autorité, contre la gouvernance, etc. Je pense que c'est plutôt quelqu'un de libertaire, mais c'est à partir de Lolita, à mon avis, que le vrai Kubrick, en tout cas sa nature profonde, apparaît dans son œuvre. Même s'il ne s'agit pas de renier les Sentiers de la Gloire, où il y a un peu d'humour aussi, il n'y a pas que du sérieux. Mais néanmoins, l'image de Kubrick, cinéaste de gauche,
a évolué. Après, d'ailleurs, beaucoup de gens certains l'ont abandonné parce qu'ils n'ont pas retrouvé, si vous voulez, les bons sentiments de la doxa marxiste ou communiste. Oui, bonsoir. Le hasard semble bien faire les choses, parce que hier soir, il y avait une émission radiophonique, Affaires sensibles, qui racontait le fait divers suivant, qui s'est produit avec des avions américains, exactement ceux qu'on voit dans le film, qui transportaient des bombes atomiques. Et il y a eu un accident au-dessus de l'Espagne, il y a des bombes atomiques qui sont tombées, dont une dans la mer, et ça a fait, évidemment, ça a beaucoup inquiété le monde entier. Et l'accident a lieu au moment où un avion est en train de alimenter en essence l'autre avion. Ils se sont heurtés à ce moment-là, ce qui est exactement la première scène du film. Donc je me demande si Kubrick n'a pas été influencé aussi par ce fait divers. Ce fait divers est antérieur à Dr. Followers. Oui, apparemment. Ah bon? C'est les années 60. C'est possible. Je sais pas, mais effectivement, peut-être ça raccorde avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'extraordinaire documentation qui était celle de Kubrick pour chaque film. Cela dit, tu l'as évoqué tout à l'heure, ce qui a sans doute été, j'allais dire, le déclencheur pour Kubrick de Dr. Folamour, c'est la crise des missiles de Cuba en 62, c'est-à-dire entre Khrouchtchev et Kennedy, et ce moment où vraiment le monde a pensé être au bord de la Troisième Guerre mondiale. Mais là où Kubrick, effectivement, à partir de ce film-là, en tout cas, ne peut plus être identifié comme, disons, cinéaste de gauche au sens où tu l'entends, c'est que Sidney Lumet, lui, cinéaste de gauche, fait à ce moment-là un film, Frankenheimer, font des films de gauche sur, j'allais dire, la menace nucléaire. On voit bien que c'est pas du tout le même ton. D'ailleurs, j'ai lu que Kubrick avait fait en sorte, toujours dans l'idée du contrôle, que, ayant connaissance du film de Lumet, et sachant la proximité en tout cas de sujet, a fait retarder la sortie du film. C'est la même compagnie. Voilà. Il a fait retarder a fait suspendre la sortie du film de Lumet pour qu'il n'entre pas, si je puis dire, en collision avec son propre film, et que, en quelque sorte, le docteur Folamour ait la primauté. Voilà. Bonjour, est-ce que vous pouvez développer un peu la relation que Kubrick avait sur le choix des musiques et autres? Et je voudrais souligner la bande-annonce que nous avons vue au tout début. À chaque fois qu'on entend les musiques classiques qui se rapportent au film de Kubrick, on voit les images. Et là, nous n'avons pas la musique habituelle sur les images, et la force de la musique et des images est toujours aussi importante. Écoutez, Dr. Folamour est un film de transition, c'est-à-dire qu'on voit tout de même l'importance de musique préenregistrée avec des chansons, par exemple, au début et à la fin, qui sont très importantes dans la signification du film. En même temps, il a eu recours à un musicien classique pour écrire la bande-son. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait commandé à Alex North pour 2001, l'Odyssée de l'espace, une partition pour le film. Et quand il a reçu la partition, c'était pas du tout ce qu'il voulait. Donc il s'est rendu compte que c'est catastrophique de commander des partitions et finalement de ne pas être satisfait. Et que finalement l'humanité, il y a un tel trésor musical de toute la musique enregistrée de l'Europe occidentale, de l'Asie, de l'Afrique, etc. Pourquoi on peut trouver son bien un peu n'importe où. Et donc c'est à partir de 2001 qu'il a utilisé de la musique très contemporaine, de la musique classique, Johann Strauss, Richard Strauss, etc., des gens très nouveaux comme Ligeti, et il n'a pas quitté cette... Alors après, il a fait un peu des entorses en demandant à Jocelyn Cook, par exemple, de faire de la musique pour un de ses derniers films. Sa fille elle-même a travaillé aussi sur de la musique, donc il a mélangé, il a pris parfois un peu le morceau de musique originale, mais grosso modo, il n'a plus jamais commandé une partition totale, et tous ses films ont été faits avec de la musique préenregistrée. Ce qui n'est pas recommandé, c'est pas automatiquement bien, parce que d'abord ça mettrait au chômage des génies de la musique. On n'aurait pas de musique de Morricone, par exemple, ça serait dommage. Mais en même temps, pour Kubrick, ça fonctionne très bien, parce que c'est un maître dans l'utilisation de musique préenregistrée.
On va prendre peut-être une dernière question que vous vouliez, monsieur Dirk-Zaïfi. Une dernière question et après on va se retrouver. Bonjour et merci beaucoup pour tout. La question que je voulais vous poser, donc vous êtes un des plus grands spécialistes de Stanley Kubrick, je voulais savoir s'il y avait encore des choses qui vous surprenaient quand vous revoyez des films de Kubrick, et aussi s'il y avait des choses que vous ne comprenez toujours pas. Il y a des choses qui restent encore mystérieuses Dans les films de Kubrick, dans les films de Stanley Kubrick. Oui. ça serait long à répondre. Non, oui, il y a toujours, je découvre toujours des choses, mais je ne peux pas dire que il y a des films qui restent plus mystérieux que d'autres. Je pense à Eyes Wide Shut, par exemple, certainement, qui est un immense film, qui a été qui a divisé beaucoup les gens, comme beaucoup de films de Kubrick à la sortie. 2001, évidemment, qui reste un mystère. Mais c'est justement ça qui est passionnant, c'est de ne pas avoir de réponse. Et d'ailleurs, pour 2001, Kubrick a en quelque sorte fait en sorte que le mystère s'épaississe, puisque dans des versions préparatoires, il avait rendu la fin, je pense à Dr. Folamour, enfin, il avait rendu la fin beaucoup plus explicite, c'est-à-dire que l'enfant astral était confronté à la voûte céleste était remplie d'armes nucléaires. Donc il y avait en quelque sorte j'allais dire, entre guillemets, un message ou une clé pour comprendre quelque chose à la fin de 2001, et ça il l'a enlevé, si bien qu'on reste avec nos questions, mais c'est peut-être mieux effectivement de rester avec ces questions qu'avec des réponses. Merci Bernard de cette aide pour parler de Kubrick et de ta connaissance de Kubrick. En tout cas, il y a des choses, toi, que quand tu revois, là par exemple, celui-ci, tu ne l'avais pas vu depuis quelques années, tu redécouvres des choses, tu repères des détails, il y a encore quelque chose que sinon tu n'avais pas vu, du moins qui te revient. Oui, j'ai été plus frappé aujourd'hui, je l'ai vu peut-être 10 fois, mais je ne l'avais pas vu depuis un certain temps. J'étais plus frappé par le côté réaliste et documentaire. Enfin, bien sûr, j'ai ri à beaucoup de séquences, mais je pensais que c'était un film plus comique que je ne l'imaginais. J'étais assez impressionné par le côté, par le suspense et la progression. Et d'ailleurs, plus la tension est grande, plus c'est drôle. Le comique arrive plutôt plus tard que je pensais. Bon, mille merci Michel Simon. Et on va... Voilà. Et ben, mille merci, c'est vrai. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, d'ici 5 minutes, donc sur la mezzanine de la librairie, pour la signature du Kubrick 2001 et autres, avec Michel Simon. Merci beaucoup.